Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Agnès Chrétien. Je suis chargée de mission au pôle accompagnement et coopération à l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Je suis basée à Limoges, pour information. Je vous remercie de votre présence à ce temps qui pose la question suivante. Foncier et communs territoriaux, la culture peut-elle réinventer la fabrique de la ville ? Donc, ce thème du foncier a été évoqué lors du premier comité de coprogrammation du forum par Magali Novion, chargée de développement de la fabrique Paulin. Et on a décidé de s'en emparer. Il va être développé ici pendant 1h30. Tout d'abord, à travers 4 récits d'initiatives associatives et coopératives. Puis, il y aura un temps de questions-réponses avec la salle. Donc, dans l'ordre, nous allons tout d'abord entendre Blaise Mercier, le directeur de la fabrique Paula à Bordeaux, puis Franck Mouget, coordinateur général qui représente la SIC OE à Tours. Et ensuite, je donnerai la parole à Mayol Baudet, coordinateur de la foncière La Main, foncièrement culturelle à Saint-Ouen, dans le 93. Et nous terminerons en sortant du champ purement culturel avec Julie Bronner, qui est responsable du développement de la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, chacun va prendre la parole pendant 10 minutes. Donc on va commencer avec Blaise. Bonjour. Merci. Juste en réécoutant le titre de la table ronde, ça me rappelle juste qu'il me semble intéressant de mentionner le fait que la fabrique Paula fête ses 20 ans cette année et qu'elle a été fondée à son origine par des artistes, mais aussi par des architectes urbanistes. Et que ce qui traverse le projet politique de cette histoire, c'est justement la certitude que l'artiste peut intervenir à tous les endroits de la transformation de la cité. Donc je pense que, évidemment, là je vais parler plutôt de la question foncière liée à la fabrique Paula, mais je pense que c'est quelque chose qui traverse de manière beaucoup plus large cet enjeu-là, et on a toujours défendu l'idée que les artistes avaient un rôle à jouer, que ce soit de manière interstitielle mais aussi structurelle, dans la manière dont se conçoit et s'invente la ville. Je le disais, 20 ans d'histoire, on est installé aujourd'hui sur la rive droite, mais seulement depuis 3 ans. Les 17 premières années, c'est 7 déménagements, 7 lieux, un peu partout à l'échelle de la métropole, toujours dans un cadre légal, jamais d'occupation, en tout cas d'arriver dans des locaux de manière forcée. Donc toujours eu le souhait, l'association a toujours eu le souhait d'être dans un dialogue avec la puissance publique, justement dans la recherche de ces lieux. Et évidemment, cette mobilité à travers des espaces, soit dans le domaine privé, soit des espaces en transition mis à disposition par la puissance publique, sont un peu à l'image, évidemment, de tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire des friches culturelles depuis 30 ans, c'est-à-dire un rapport parfois douloureux à cette question-là, beaucoup de rapports de force, et la difficulté à un moment à donner à voir et à comprendre l'importance de l'implantation foncière pour des métiers comme les nôtres, mais au-delà de nos métiers, justement pour favoriser leur impact sur les territoires. Je viens de mentionner 2 choses. Des baux privés au tout début, parce que les structures se sont petit à petit installées d'abord dans des immeubles en centre-ville, et puis au fur et à mesure que le projet a grossi, que le nombre de structures a grandi, et que les besoins se sont définis, les lieux eux aussi ont grandi. Et là, on est rentré dans une phase qui est une phase bien connue aujourd'hui, qui est celle de l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire qu'on nous donnait tout simplement des locaux qui nous étaient mis à disposition, soit avant une réhabilitation, soit avant une destruction. Avec parfois une vraie bouffée d'oxygène pour le collectif, parce que tout d'un coup, des espaces grands avec des vraies surfaces de travail sur des territoires en mutation, donc qui permettaient d'expérimenter un certain nombre de choses, mais malgré tout transitoire, donc précarisant pour l'ensemble des acteurs. Et on a toujours défendu l'idée qu'il fallait qu'un jour le projet de la fabrique Paula soit un projet pérenne et installé sur un territoire.
et a fortiori celui de la rive droite bordelaise, parce que ça nous semble être justement un des territoires un peu emblématiques des transformations urbaines et sociales de cette ville. Pour y arriver, évidemment de nombreuses péripéties, de nombreuses négociations. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on identifie ce lieu dès 2016, dans lequel on est installé aujourd'hui, on est à un moment dans lequel on travaille de manière ardue à essayer de faire comprendre que Paula n'est pas juste un espace, un collectif d'artistes, mais bien un outil, un moment de développement du territoire dans lequel la question artistique vient de manière transversale œuvrer à tout un tas de choses. La question urbaine, évidemment, dans les fondateurs, il y a Bruit du Frigo, que nombre d'entre vous connaissent, qui travaille justement sur cette question à un moment de la valorisation des transformations urbaines. Mais il y a aussi tout un tas d'actions portées par des artistes sur des territoires à destination de publics ou de personnes spécifiques. Et il y a un volet qui va vraiment déterminer le dialogue qu'on va pouvoir avoir avec la puissance publique, c'est la question justement de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est peut-être en ça que la question d'entreprendre dans la culture, si on doit rejoindre le champ économique, peut faire sens. C'est qu'il a fallu qu'on donne un moment à voir l'impact qu'avait le projet sur son territoire, sur la structuration professionnelle de la filière et sur le développement de l'économie de l'artiste. On a identifié ces locaux, on a foncier État, gestion ville de Bordeaux, donc on est en bord de la Garonne. Et dès le début, la proposition qui nous a été faite était celle de nouveau d'un lieu transitoire de 6 ans. Mais les nécessités de réhabilitation étaient telles que c'était absolument impossible de tenir dans une économie sur 6 ans. Et paradoxalement, ce qui nous a permis d'obtenir de la puissance publique, et notamment de la ville de Bordeaux, un bail de plus longue durée, ça a été l'entrée dans le financement de la Caisse des dépôts et consignations, qui a considéré que Paula était en train d'expérimenter une manière de structurer une filière qui était celle des arts visuels. On était aussi au moment le fameux saut d'avis schéma d'orientation pour le développement des arts visuels, où on questionnait justement l'organisation à un moment d'une filière professionnelle. Donc le contenu est quand même venu à un moment alimenter la question foncière. Et dans la négociation avec la ville de Bordeaux, on a fini par obtenir un bail amphithéotique. Donc on a réactivé ce bon vieux bail du 19e siècle qui servait plutôt aux écoles et aux commissariats auparavant, pour une durée de 18 ans, donc le minimum syndical, mais qui nous a permis à nous aussi d'investir dans la réhabilitation du bâtiment. Et ça a été l'objet de la négociation avec les partenaires publics et la ville de Bordeaux, c'était de dire nous allons investir, nous allons emprunter de l'argent pendant une durée de 17 ans, puisque le bail terminera au terme de ces 18 ans. Et ça veut dire que cet argent que nous aurons investi, entité privée, même si nous sommes d'intérêt général, je l'espère, pourrait retourner au terme de ces 18 ans dans le domaine public. Donc il y a vraiment un geste qui est un geste politique important, mais qui nous a mis aussi à un endroit d'égalité dans le rapport avec les partenaires et avec les politiques. Et ça a été un élément aussi important de compréhension et d'élaboration d'un dialogue avec la puissance publique. Donc on a obtenu ce bail amphithéotique, ce qui nous a permis de mener nos propres travaux. On avait la chance au sein de la Fabrique Paula d'avoir nos propres architectes. Donc on a conçu notre propre maison collectivement. Ça a été un moment extrêmement important dans la vie du collectif. Comment on conçoit ensemble quelque chose. Qu'est-ce qu'on met en commun? Qu'est-ce qu'on décide de mutualiser? Qu'est-ce qui va servir de manière plus ouverte vers l'extérieur? Et toutes ces questions-là ont été débattues collectivement et ensuite mises en œuvre par nos architectes. Ça nous a permis d'aboutir au bâtiment que certains d'entre vous connaissent aujourd'hui, qui est indéniablement un lieu rare. On connaît notre chance, on connaît sa singularité, et on se rend compte maintenant, après 3 ans d'existence, à quel point la question foncière est une question déterminante dans l'existence même de notre projet et dans sa puissance. Et quand je dis sa puissance, ce n'est pas sa puissance au sens d'un rapport de force, mais c'est vraiment un endroit qui nous donne les moyens de notre autonomisation, qui nous donne les moyens de développer une économie propre, c'est un élément important, mais qui crée aussi un espace qui est un espace dans lequel la pression foncière baisse pour les artistes et les gens qui viennent travailler chez nous.
on a souvent tendance à utiliser entre nous le terme de havre. Et ça a été très emblématique pendant la période du Covid de se dire, voilà, tout d'un coup, il y a un grand lieu avec une grande surface qui permet à un moment d'accueillir tout un tas de projets qui peuvent être dans des situations difficiles. Et cette question, à un moment, de pouvoir faire baisser la pression foncière sur une ville comme la ville de Bordeaux, dans laquelle ça devient un vrai enjeu déterminant et extrêmement difficile pour la plupart des artistes, mais même des travailleurs et des salariés, ça a été un objet assez fort de compréhension de ce que ça voulait dire à un moment que de maîtriser. Donc évidemment, on y reviendra peut-être, mais vous comprendrez qu'on défend ardemment l'idée de l'implantation durable, beaucoup plus que la question transitoire. Bonjour toutes et tous. Je ne sais plus par où commencer en fait. Je me présente, en tout cas, je m'appelle Franck Mouget. Effectivement, je suis coordonnateur général d'une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle la SICOE. Et moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de vous rencontrer. Donc, effectivement, je vais essayer de parler sur ces 10 minutes qui nous sont imparties pour qu'on puisse après échanger. Donc, je vais essayer de vous donner l'envie de cet échange en vous racontant l'histoire qu'on a vécue, nous, à Tours, en tant que citoyens. Je reviens juste sur un truc, je suis coordonnateur général, mais ça ne me donne aucun pouvoir de plus que le citoyen sociétaire qui est dans cette coopérative, puisque c'est bien d'une coopérative dont on parle. Avant d'être une coopérative, il y a toujours des étincelles qui se créent. J'ai été l'une de ces étincelles, c'est qu'à un moment donné, il y a la salle du Bateau Ivre, qui est une salle de spectacle à Tours, j'allais dire mythique, peut-être pas, mais du patrimoine culturel tourangeau, qui était une SCI, donc tenue par 2 personnes, donc Société Civile Immobilière, hein, SCI. Ils étaient propriétaires de cette salle. Ça faisait 30 ans qu'ils y émettaient des choses diverses et variées, culturelles, artistiques, plutôt du domaine du rock, rock alternatif et un peu cafconce. Mais c'est toutes les années 80 qui voient passer dans ce lieu un nombre de groupes incalculables qui sont devenus mythiques pour eux, pour revenir à ce terme. Comme la Mano Negra, Noir Désir, enfin tous ces groupes qui commençaient et qui ont commencé aussi par passer à Tours et à Bordeaux et ailleurs. Voilà. Donc il y a un fort passé et une forte présence de ce lieu culturel dans la ville de Tours, en centre-ville en plus, et d'un lieu privé en fait, qui est subventionné à l'époque. Mais bon, le désengagement des collectivités territoriales envers ce lieu se sont fait de plus en plus pesante. L'âge de la dame qui tenait ça aussi, elle commençait à en avoir un peu marre et on a su qu'elle voulait fermer. Alors je dis on, j'ai été l'étincelle comme je vous dis parce que je fais partie du monde du spectacle, je suis comédien, j'ai une compagnie de théâtre d'intervention en espace public. Voilà, je suis proche de Gisèle Vallée qui va fermer. On connaît bien la salle, on y a joué, on y a été en tant que spectateur, donc du coup on apprend que Gisèle veut fermer et ça nous attriste. Et du coup, on dit mais pourquoi tu la loues pas cette salle? Non, je veux plus en entendre parler. Voilà, je tire un trait. Enfin, elle avait vraiment envie de fermer le lieu et tourner la page. Je lui dis mais alors combien tu veux le vendre? Je sais pas. J'ai pas fait les recherches, mais j'en voudrais 600 000 euros. Et je pars de là, en fait, de cette discussion comme ça, un peu informelle. Et je lui dis 600 000 euros. Eh bien, écoute, 1 mètre carré du bateau égale un tourangeau, égale 600 000 euros. Et on part de cette équation-là. Et comme je fais partie du milieu un peu artistique, enfin bon, je ne sais pas si... oui, c'est un milieu. C'est un milieu, oui, qui peut être un milieu où il y a de l'entre-soi, le milieu culturel et artistique. J'avais pas trop envie de référencer forcément que des gens du monde de l'art et du spectacle, mais plutôt d'en parler aux citoyens, aux gens. Et donc j'en parle aux gens, les gens autour de moi, et avec cette équation, j'en parle à des animateurs, à chômeurs, enseignants, artisans, des gens divers et variés. Et puis on fait collectif autour de cette phrase, et puis on se dit, mais en fait, avant d'être propriétaire ou avant de parler argent, est-ce qu'on ne parlerait pas d'éthique? Ah oui, ça serait peut-être intéressant de mettre des valeurs sur ce qu'on voudrait faire si jamais on devenait propriétaire de cette salle. Et là, on est bien au conditionnel à l'époque. On n'est que collectif. Et donc, on part sur des valeurs très simples. On parle pendant plusieurs semaines
avec un cercle de confiance qui grandit. Et on parle de reprendre du temps au temps, on parle d'un lieu qui serait dédié à la rencontre et à l'échange, où les relations seraient plutôt dans un climat de confiance, où on aurait une responsabilité tous de vouloir prendre soin du lieu. Enfin, voilà, des choses comme ça, un peu simples. Et ça fait quand même vachement sens, et ça nous lie les uns aux autres, et on développe. Et en développant, on dit, bon, on va faire les réunions deviennent de plus en plus grosses, et de 10, on passe à 15, à 20, à 30, à 40, puis un jour, on est 150. Et on dit, bah tiens, qui c'est qui mettrait au pot, là, justement, 1 mètre carré, il y a un Tourangeau, on est 150, combien tu mets, toi? Voilà. Puis tout le monde fait son chèque, en fait, et puis on se retrouve avec 130 000 euros de promesses de dons dans une boîte à gâteaux, et là on fait, waouh, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est cool, mais on n'est qu'un collectif, donc il faudrait peut-être qu'on monte une asso, en fait. Donc on se dit, on monte l'asso au haut du bateau. Ok, on monte l'asso au haut du bateau et on a la boîte à gâteaux. Voilà, on fait parler de nous un petit peu en ville. Les médias s'intéressent à nous, évidemment, puisqu'on a quand même un pouvoir de communicant et on aime communiquer. Donc, et tout d'un coup, le maire, Monsieur Germain à l'époque, deuxième cumulard de France, 21 mandats à son actif, vient vers nous, très paternaliste, et nous dit bon, j'ai compris, vous avez 130 000 euros, ça va être un peu juste. Bon, écoutez, je vous propose de mettre sous cloche le lieu, et puis après on en parle. Ok, bon, écoutez, ça se passe pas comme ça chez nous. Nous, on en parle, mais on en parle à tous et toutes. Donc, on va revenir vers notre collectif, puis on va voir si votre proposition intéresse. Et donc, ça crée une certaine... un certain débat, on est amené à voter. Est-ce qu'on suit la voie du politique qui veut mettre sous cloche avec un montage financier, ou est-ce qu'on ne suit pas? Alors oui, mais non, faut pas. Enfin bon, bref, on arrive à une scission qui fait qu'on vote, et à 60% des votes, on veut suivre le politique en faisant attention, en disant voilà, on y va, mais il ne va pas faire comme il veut, il va faire comme on veut ensemble. Et voilà, donc il y a à peu près 40% des gens qui lâchent l'affaire et qui disent ouais, vous êtes des vendus, c'est bon, je vous en passe, et des meilleurs. Et du coup, nous on leur dit mais non, on n'est pas dans l'encontre, on a envie d'aller dans quelque chose de constructif. Les, tu parlais de la co-construction, je crois qu'on est là-dessus, on est dans l'empour, et on veut aller voir ce que le politique a à nous dire et jusqu'où il est capable de faire collectif. Et du coup, on y va avec lui, et ils achètent le lieu pour nous le louer. Il y a tellement de travaux, et je vous passe le temps, parce qu'on a mis 12 ans, hein, c'est 12 ans d'histoire que j'essaie de vous raconter en 10 minutes, donc c'est super compliqué. Du collectif, on est passé en asso, vous avez suivi. Le politique veut qu'on le suive parce qu'il veut mettre sous cloche, il veut nous louer le lieu. Mais c'est avec une société d'économie mixte. C'est déjà un montage qui est complètement un peu foireux. Mais ils veulent nous louer le lieu, et ils sortent le chiffre de 6 000 euros pour nous louer le lieu, un lieu qui nous louerait mais qu'on remettrait aux normes. Et là on fait c'est juste pas possible, monsieur Germain, un bail amphithéotique, ça vous dit pas? On y revient. Ah non, mais on peut pas, ça n'existe pas. Alors je lui amène des baux amphithéotiques, il y avait ceux de la friche de mai qui m'avait été prêté, donc j'arrive avec ça, je lui dis bah vous voyez, à Marseille ça se fait. Ah oui mais non, un bail commercial, il faut faire un bail commercial. Ok, bail commercial, un rallongé, alors on va faire un rallongé. Oh ouais mais alors pas trop longtemps, le rallongé, parce que... Et puis bon, on fait collectif, nous, comme je vous disais, et l'idée ça a été de mutualiser des compétences dès le départ. Donc à chaque fois qu'on les a rencontrés, et à chaque fois qu'on a rencontré le politique, on y est allé à plusieurs, avec toutes les compétences qu'on avait, donc des comptables, architectes, spécialistes de l'accessibilité, des ERP, juristes, notaires, enfin, tout ce qu'il fallait pour être une société civile bien faite et consciente de ce qui arrivait. Et du coup on leur a prouvé qu'à 6 000 euros, c'était pas viable de leur louer 6 000 euros. On n'aurait pas les reins assez solides. 3 000, ça passait pas non plus. À la rigueur, 1 000, on était prêt à y aller, mais il fallait
Et donc là, ça s'est étendu très très fort avec eux. Et du coup, on leur a dit, écoutez, gardez le lieu, maintenant que vous l'avez. Mais par contre, nous, on est là, puis on va être très très vigilants à ce que vous voulez en faire et comment vous voulez en faire. Qu'est-ce que vous voulez en faire et comment vous voulez faire que ce lieu continue à être un lieu dédié à l'expression de la culture et des arts. Et donc, on est revenu en AG, on a discuté, ça s'est tendu, il y a eu les élections, Germain s'est présenté pour la 4e fois, mais il a subi un échec. Pendant ce temps-là, nous, on a rencontré tous les partis, à part les nationalistes extrêmes, pour leur expliquer qu'on était là, qu'on avait soulevé le dossier du bateau, que voilà, s'ils étaient élus, on serait encore là, et qu'il y avait fort à faire avec nous. Et du coup, donc Germain a été éludé. On s'est retrouvé avec la droite qui avait ça dans les mains, mais qui se disait c'est quoi ce panier de crabes, qu'est-ce qu'on va faire, oh là 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 là, les citoyens là, ils ne savaient pas trop comment nous prendre. Donc nous, on les a pris. Et on leur a dit d'entrée, dès qu'ils sont arrivés, une semaine après, on était dans leur bureau, à plusieurs, hein, comme je vous l'ai dit toujours, et on leur a dit que peut-être ce serait bien qu'on rachète pour les délester de ce poids. Et là, il y a eu un grand sourire. Oh oui, 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 oui. Faites ça, vraiment, on est vraiment embêtés avec cette histoire-là. Et donc, on a monté une coopérative pour acheter le lieu, qu'on a racheté. Alors, ce lieu a été acheté 420 000 €, on l'a racheté 270 000 parce que, encore, l'expertise de la société civile qu'on a su composer, avec un spécialiste du désamiantage qui était là pour nous aider, avec des diacs qui n'avaient pas été faits, parce que, comme je vous disais, le montage politique avait été fait à la va comme je te pousse. Et du coup, on était fiers, nous, de notre expertise et de nos diacs pour mettre la pression et acheter le lieu le prix qu'il valait. Donc on l'a acheté 270 000, on a fait 700 000 € de travaux dessus. On a monté une société coopérative d'intérêt collectif parce qu'on peut y adjoindre aussi les collectivités territoriales et institutions et autres à la hauteur de 50% du capital social. Et du coup, voilà, on est une société de type SAS à but non lucratif. Et depuis 2 ans, j'ai bientôt fini, non ? Depuis 2 ans, on réouvre cette salle avec des perspectives citoyennes que ce soit un lieu dédié à la pluridisciplinarité, que tous les arts y soient représentés, que tous les publics y soient invités. C'est un décloisonnement total, en fait, de la manière qu'on a de vivre une salle. C'est une société privée qui s'en occupe, mais avec la volonté d'y adjoindre, comme je vous le disais, tout le monde, dans le faire ensemble autrement. Donc, d'où l'idée de vous rencontrer aujourd'hui sur comment peut-on entreprendre dans la culture, mais je dirais comment peut-on entreprendre autrement dans la culture, et peut-être qu'il y a des choses à partager à ce niveau-là. Je te laisse le micro. Merci. Bonjour, moi c'est Mayol. Je vais vous parler un peu plus de la main. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'à travers les 2 exemples que vous avez présentés, en fait, on a un peu pourquoi la main et pourquoi son émergence. Du coup, la main, on est aussi une coopérative et qui a un peu pour objet justement de travailler ces questions culturelles au sein un peu du milieu culturel et artistique. Et qui du coup s'est lancé il y a déjà quelques années. Les réflexions ont débuté, on va dire, juste avant le Covid, en 2018. Et il y a plusieurs facteurs qui ont lancé à un moment cette idée de comment justement on s'outille face à ces problématiques, c'est-à-dire face à tous ces récits de difficultés, soit face à une collectivité, soit une précarité du déménagement, une précarité de l'instant court, une précarité du temporaire ou du transitoire. Comment à un moment on s'outille justement pour rentrer dans des logiques plutôt pérennes. Nous, on aime bien dire qu'on travaille sur l'éternité de ces lieux. Et voilà, comment à un moment on se dote d'un outil foncier. Et au moment où ça émerge, ces réflexions, il y a plusieurs choses qui se passent. Bon, il y a déjà d'une part une rencontre un peu par hasard entre Vincent Jeannot, qui est un des cofondateurs de Terre de Liens, qui est une des grandes foncières citoyennes pour le domaine agricole. Eux, ils rachètent des fermes pour soutenir une agriculture paysanne bio.
Dans le même temps, il y a une enquête sur le territoire de Plaine Commune, donc c'est l'agglomération de Saint-Denis dans le 93, qui se fait rencontrer 4 lieux, donc Main-d'œuvre à Saint-Ouen, le 6B à Saint-Denis, la Villa Médicis à Aubervilliers et les Poussières à Aubervilliers. Et du coup, ces 4 lieux, en fait, en échangeant, l'enquête, elle portait un peu sur la dimension économique ou comment ces acteurs-là pèsent en fait sur un territoire, dans son développement, sur voilà, toutes des choses qu'on a déjà un peu évoquées. Et en fait, en discutant, ils se rendent compte qu'ils ont surtout tous un problème avec leurs propriétaires avant de savoir ce qui pesait sur un territoire. Et donc de là, commence un peu à émerger cette idée de foncière. Et puis après, il y a l'événement assez marquant qui a beaucoup été raconté, documenté, de l'expulsion de main-d'œuvre à Saint-Ouen, qui vient faire, même avant l'exemple, la preuve, quoi. C'est vraiment, enfin, voilà, on en parle et l'exemple vient à nous de ce lieu qui disparaît un peu du jour au lendemain, justement par une municipalité qui ne comprenait pas trop le projet ou qui ne voulait pas vraiment le soutenir. Donc la main, elle émerge un peu dans ce contexte et du coup avec la vocation de comment on travaille avec tous les exemples qui sont déjà passés par ces problématiques foncières, soit dans des logiques d'acquisition, soit des logiques plutôt de beau, très long terme, donc bail amphithéotique ou autre, et comment en fait surtout on permet de rapprocher l'usage de la propriété. Typiquement, c'est comment en fait les personnes qui vivent et qui habitent dans ces lieux, qui les font vivre au quotidien, que ce soit les artistes, mais tout un tas de gens, en fait, aussi les collectivités, les partenaires, tout ça, et ben à un moment, ils s'accaparent aussi la question foncière pour justement la maîtriser autant qu'ils en maîtrisent l'animation d'un lieu, quoi. Et donc c'était vraiment c'est l'angle d'attaque un peu de cette foncière, et c'est notamment pour ça aussi qu'on s'est fondé en coopérative, c'est justement pour pouvoir aussi dire cet objet foncier, il doit être, enfin, les lieux qu'ils souhaitent soutenir sont des lieux éminemment co-construits avec les politiques publiques, c'est des lieux souvent d'intérêt général. En fait, on ne peut pas tomber dans une logique de financement plutôt privé dans le cadre de leur propriété. Et donc, du coup, la coopérative, elle permettait de dire aux collectivités, de dire à tout le monde, c'est ensemble qu'on doit inventer cet outil. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup aussi travaillé avec déjà l'implication de tous les réseaux culturels de lieux, pour leur dire cet outil, en fait, on va le construire ensemble, sinon il ne verra pas le jour. C'est un besoin qui émane et il doit être collectif. Enfin, je te rejoins aussi sur ce que tu disais, d'abord poser le sens et l'éthique. On en est un peu à cet endroit-là, quoi. De maintenant qu'on rentre dans les questions financières, immobilières, j'allais dire la crête, elle est fine, quoi. C'est comment on va financer ça, quel outil on utilise. Donc il y a cette importance-là. Et puis dans un deuxième temps, il y avait justement convaincre les pouvoirs publics, et notamment le ministère de la Culture, de l'importance de sa participation dans la définition de la main. Donc ça, c'est vraiment un travail qui a mis plus d'1 an à faire entendre aux directions voilà, l'importance des questions foncières pour le soutien aux lieux. Donc on y est arrivé. On a enfin réussi à obtenir une aide financière au ministère qui me permet déjà d'être salarié, mais bientôt d'autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chouette et plutôt une chose chouette. Et aujourd'hui, on peut sortir un peu des logiques de bénévolat militant qui atteignent vite des limites pour structurer un peu un outil comme ça, quoi. Et donc du coup, la main, elle part un peu de cette envie de travailler sur la question de la propriété partagée sous le format d'une coopérative. Et du coup, tout de suite vient l'implication justement des habitants et comment on permet, via cet outil, de sortir les lieux des logiques de marché, de spéculation immobilière. Enfin, on le voit assez tous, justement l'explosion du prix au mètre carré. Là, il y a dans le grand mouvement tiers-lieu, tout le monde veut son tiers-lieu, donc tout le monde veut en fait valoriser la friche qu'il ne sait pas quoi faire en y mettant un bar, un coworking, tout ce qu'on veut. Mais du coup, les lieux un peu plus culturels, en fait, ça faisait déjà 20 ans qu'ils travaillaient sur ces questions-là. Et il y a le besoin un peu d'exister ou de réaffirmer la place. Et donc du coup vient assez vite la question de la collecte citoyenne. C'est-à-dire que pour sortir de ces logiques de spéculation immobilière et ces logiques de marché, c'est peut-être justement en donnant la part aux gens, en prenant aussi une boîte de gâteaux, alors là une échelle plus globale, et de dire en fait si on crée un outil foncier, une foncière qui permettrait de gérer la propriété de façon collective, ça permettrait en fait déjà d'enlever cette charge-là à des collectifs plutôt à un niveau local et de en fait, les laisser dans on va dire leur objet d'animation territoriale, de place des artistes, de lieu de création, tout ça. Et puis ça permet aussi de se donner une force à l'échelle d'un secteur. C'est-à-dire c'est un petit peu, voilà, on pèserait un poids qui serait significatif pour avoir un plaidoyer, pour avoir des outils de communication, tout ça. La force de Terre de Liens, c'est justement qu'ils ont cette envergure-là qui leur permet aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais dans la période présidentielle, pendant les élections présidentielles, ils ont sorti un rapport sur l'accaparement des terres agricoles et il fait du bruit, quoi, parce que justement, ils ont cette place-là, quoi.
Donc on en est un petit peu à ce moment, comment la collecte citoyenne, elle permet en fait de financer la main et elle permet de financer ces logiques d'investissement parce que en fait, par nature, l'investissement citoyen, la collecte citoyenne, il est non lucratif, il n'est pas rémunéré, et ce qui permet en fait de sortir de ces logiques bancaires, immobilières. Alors la difficulté à l'inverse des terres, c'est que souvent une friche ça coûte plusieurs millions, alors qu'une ferme ça coûte cher, mais bon, à moins d'1 million, on a quand même un bel ensemble pour lancer une activité. Donc on n'a pas encore une réponse complète, mais en tout cas c'est l'entrée qu'on veut donner, et c'est surtout pas simplement qu'un engagement financier sous la forme de dons, mais c'est participer à une coopérative, c'est beaucoup plus. En fait, c'est une personne, une voix, c'est-à-dire que ça laisse la possibilité d'assister aux assemblées générales, ça laisse la possibilité de rentrer dans les organes de gouvernance, et peu importe la part qu'on a apportée. C'est-à-dire qu'on peut prendre 10 parts sociales, on va dire apporter 10 000 euros en capital, on aura un poids démocratique qui sera aussi fort que la personne qui en a amené 100 euros. Donc il y a vraiment un peu cette idée-là. Mais j'essaie de reprendre au fil là, sur la question aussi de l'aménagement du territoire et de la ville. La main, du coup, au début, on s'est un peu lancé tout feu, tout flamme en disant on va tester, en fait. On va tester d'autres modèles de propriété, on va essayer de défendre une autre place de ces lieux dans des aménagements urbains, dans des développements de territoire, et essayer d'amener des nouvelles formes. Et pour ça, on a répondu à pas mal de marchés publics, notamment dans le cadre du Réinventons le Grand Paris. Enfin, voilà, il y avait un peu plein de choses possibles. Tout le monde voulait un peu son lieu culturel, citoyen, ouvert sur le quartier, dans les réaménagements urbains. Et on a notamment pu expérimenter dans le cadre d'un quartier à Nanterre, le quartier des Grous, qui est juste derrière l'Arche et qui est en fait un nouveau quartier. Je crois que c'est 20 000 habitants qui doivent arriver d'ici 3-4 ans. Là. On est venu nous chercher en fait, pour répondre avec le promoteur. Enfin, c'est la ville qui est venue nous chercher pour répondre avec le promoteur à justement développer une proposition un peu plus d'un lieu plus culturel, artistique, ouvert sur le quartier, et pas simplement faire que des logements, un peu de service public, quelques commerces. Donc nous, on s'est dit, OK, mais on a dit au promoteur, très bien, mais par contre, nous, on va faire les choses à fond. On demande que 1% du budget total de la rénovation du quartier soit dédié à un lieu justement ouvert. Bon, ça faisait, je ne sais pas exactement, mais plusieurs millions. Donc là, on aurait vraiment pu faire un truc de ouf. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Même si on a eu, on va dire, l'accord verbal du grand chef de la BNP, c'est la BNP, les promoteurs. On a quand même eu un engagement de leur part sur une aide à l'amorçage, une aide à la préfiguration. Et voilà. Donc ça, c'est un projet où on est venu défendre un petit peu la place de ça. Alors, on pourrait en parler longuement, mais la conclusion, du coup, c'est un lieu qui doit sortir de terre en 2025. Aujourd'hui, on va dire, le projet ou l'opération immobilière, si on veut plutôt parler via ce langage-là, elle n'est pas encore bouclée, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se confronte énormément justement à ces deux mondes. Un monde qui pourrait plutôt être celui de la non-lucrativité, des dynamiques d'économie, de l'ESS, d'économie circulaire et tout ça. Et puis le monde, forcément, un petit peu, je sais pas moi, libéral et capitaliste, pour le dire rapidement, des promoteurs et de tout ça. Donc, ça frotte un peu, c'est difficile de leur faire entendre que, en fait, oui, la bière, on ne va pas la faire à 10 euros, parce que si on la fait à 10 euros, en fait, les habitants du quartier prioritaire de la ville qui est à côté, ils ne pourront pas venir. Oui, on sait que dans le centre de Paris, la pinte, elle est vraiment à 10 euros, mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Pareil pour les studios de musique, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et oui, en fait, il y aura des espaces qui seront gratuits. Et oui, ça va être une coopérative. Donc, c'est vraiment des choses où, en fait, dans ce travail-là, on a rien lâché là-dessus. Et ce qui est assez drôle, c'est que justement, ils nous le disent. On a quand même obtenu certaines choses. Aujourd'hui, ils acceptent que la propriété soit portée par une coopérative. Ils acceptent par exemple aussi la Banque des Territoires qui nous soutient à être sur une durée de près de 30 ans, ce qui permet en fait de détendre le modèle économique et de sortir de cette pression financière quotidienne. Mais voilà, en fait, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille sur le projet, quasiment que bénévolement. Si on ramènerait plutôt au coût horaire des choses, mais tant pis. Et en fait, c'est vraiment le fait de ne pas lâcher, de se battre un petit peu au quotidien. Des fois, ils nous le disent non, mais on a compris que vous n'allez pas lâcher, mais pourquoi vous faites tout ça, quoi? Enfin, en fait, on le fait justement pour les futurs habitants, pour les gens et tout ça. Et on parlait justement un peu de comment on réinvente la ville ou ses façons de faire et tout ça. Et on en discutait un peu avec Julie, avec qui on partage ce point de vue de foncière. C'est peut-être justement ça, un peu ce changement de méthode. Ça veut dire d'amener d'autres outils. Du coup, les outils, l'implication des gens, l'implication des habitants. Alors ça peut être par une collecte citoyenne, par justement des formes de propriété qui passent par des coopératives, de faire valoir ces modèles économiques qui sont non lucratifs, de revendiquer aussi la place des collectivités là-dedans. Aujourd'hui, on lutte beaucoup avec la mairie de Nanterre pour leur dire en fait c'est votre projet et nous on va pas plus faire que vous
ce qui est de votre ressort en termes que ce soit de compétences ou d'intérêt général. Donc voilà, c'est toutes ces difficultés-là et il y a vraiment ce chantier du quotidien, surtout de faire bouger les collectivités et les pouvoirs publics qui ont des marges de manœuvre sur la fiscalité, sur en fait, le parc aussi vacant qu'ils ont d'un point de vue plus immobilier. Et c'est des choses qui peuvent abonder la réflexion sur les questions foncières. Je ne sais pas trop où j'en suis, en termes de temps ou autre, mais ouais, c'est ça. Mais je voulais juste conclure un peu aussi ce que j'ai beaucoup aimé sur la question du transitoire. Nous, on dit souvent, justement, on a plutôt envie d'être acteur de la transition que du transitoire. C'est vachement travaillé. Hein. Voilà, il y a un peu cet enjeu de comment on crée un outil pour la pérennité des lieux culturels avec une approche foncière, mais qui est une approche plus globale sur les questions d'aménagement économique. Vas-y Julie, si tu veux enchaîner. Acteur de la transition et pas du transitoire, c'est bien. Donc Julie Brenner, donc moi je suis responsable de la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui s'inspire du courant un peu des foncières solidaires, hein, t'as cité Terre de Liens, évidemment la main, pour nous c'est une source aussi un peu de réflexion. Il y a Village Villevent où il y en a d'autres. Le fait déclencheur, c'est en gros des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on sort un peu du champ strictement culturel, même si ça l'inclut évidemment, des têtes de réseau, il y avait la Cresse, un incubateur qui s'appelle Atis, qui est peut-être un petit peu connu plus en Gironde qu'ailleurs, France Active Nouvelle-Aquitaine et d'autres, qui, avec la métropole bordelaise, se sont dit voilà, qu'est-ce qui coince aujourd'hui sur les enjeux d'accès au foncier pour des projets qui veulent avoir un impact, alors j'aime pas le terme impact et je l'utilise, mince, des effets, des projets avec une forte ambition sociale et solidaire sur les territoires. Et donc du coup, pendant 2 ans, il y a eu une réflexion sur Bordeaux Métropole. L'intérêt, c'est que surtout ça a mis, alors l'intérêt c'était de poser un diagnostic, c'est sûr, mais c'était surtout de mettre autour de la table des gens qui ne se parlent pas vraiment, des promoteurs, des bailleurs, des aménageurs publics, des aménageurs pas publics, les collectivités bien sûr, et les acteurs de l'économie sociale et solidaire autour de ces enjeux fonciers. En gros, et d'identifier qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui pose problème voilà, avec un constat évidemment toujours très, très évident c'est difficile d'accéder au foncier pour des activités à vocation sociale et solidaire, mais comment on objective un peu les choses et qu'on comprend ce qui coince sur les territoires et sur un territoire comme une métropole où la tension foncière est quand même extrêmement forte. Donc sur les constats et la problématique, bon, je ne vais pas m'y étendre beaucoup, mais quand même 3 grands sujets. Le premier, c'est, qu'est-ce qui pose problème ? C'est en gros une offre qui n'est pas adaptée à la demande et puis une vision qui est quand même assez particulière. Alors évidemment, le foncier, c'est cher et c'est trop cher, mais en face, on a aussi une vision des projets à vocation sociale et solidaire qui ont une économie fragile, par exemple. Voilà. Et ce que tu disais sur la bière à 10 €, c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'on ne veut pas payer un loyer ou qu'on ne veut pas payer un loyer cher, c'est que pour générer des effets sociaux, pour s'adresser aux vrais gens, pour pas facturer une bière à 10 €, eh ben, il faut aussi avoir des coûts du foncier qui permettent la réalisation de ces projets. Et que quand on a une vision immobilière qui est strictement celle du marché, ben on évince un certain nombre de faits, un certain nombre d'activités. Et ce n'est pas parce que les projets sont économiquement fragiles, c'est parce qu'ils veulent générer des effets différents. Et donc ça, en termes de compréhension globale, c'est quelque chose qui est relativement peu évident. Sur la question du temporaire ou du transitoire, de l'occupation temporaire ou de l'urbanisme transitoire, on l'a un peu cité. Alors, le point positif quand même sur les territoires, c'est que ça révèle des besoins. C'était une mode, c'est un peu une mode à Paris, ça s'est descendu. À Bordeaux, ça a mis un certain temps, c'est toujours un peu lent, hein, c'est vrai en plus. Mais bon, ça se développe, tiens, c'est pratique, il y a un interstice urbain, il y a des projets qui ne vont pas voir le jour tout de suite. Donc, en attendant, optimisons-les, hein, c'est quand même un peu ça la logique, et plaçons-y des activités qui n'accèdent pas au foncier par ailleurs. Alors ça peut être intéressant
parce que c'est vrai quand même que ça révèle des besoins. Donc utilisons peut-être cet urbanisme transitoire, ces occupations pour comprendre ce qui se passe et révéler des besoins effectifs, mais c'est vrai que ça pousse quand même à une précarité extrêmement forte. Une petite illustration, j'ai été contactée la semaine dernière par un promoteur qui est implanté boulevard des Italiens à Paris, donc qui ne connaît pas spécialement le territoire ou pas du tout le territoire, pour trouver des artistes, parce que bah, voilà, les artistes c'est bien, enfin, ça fait bien. J'avais une super brochure qui explique qu'avec des lieux comme ça d'occupation transitoire, avec un certain nombre de... Bon, c'était magnifique. Hein. Et donc là, il fallait trouver une occupation, des artistes pour occuper 1500 mètres carrés pendant 6 mois, pardon, excusez-moi, c'est beaucoup plus. Alors c'est gratuit, bah, d'accord, c'est gratuit, sauf que ça a un coût de s'implanter dans un endroit pendant 6 mois, il faut déménager, il faut développer un projet, faut pouvoir anticiper la suite, etc. Et donc, c'était... alors je dis, bon, mais combien de temps on a pour pouvoir faire ça? Bah, c'est à partir de maintenant. Donc vous voyez, on est vraiment confronté... mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, un truc en occupation temporaire pendant 6 mois? Donc on est vraiment confronté à ces représentations-là qui sont quand même difficiles à dépasser. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a des opérations urbaines, une manière de fabriquer la ville qui est pour moi adémocratique, complètement déconnectée. Quand on voit ce que tu disais sur l'aventure de la Sicoé et comment fabriquer un lieu génère des effets sur le rapport les uns avec les autres, créer du lien, le dialogue, etc., c'est des super objets démocratiques. C'est des super objets pour que les habitants d'un territoire puissent penser, participer, élaborer des projets, etc. Or, la manière dont aujourd'hui les villes sont fabriquées sont complètement adémocratiques. Tout est confié les 90% sont confiés à des opérateurs économiques du privé, des aménageurs, des promoteurs, qui ont une vision. Alors évidemment, il faut s'y prendre 5 ans avant, 6 ans avant. Il faut dire quels sont les besoins 6 ans avant la réalisation d'une opération immobilière. Donc pour des acteurs économiques, c'est extrêmement compliqué de contribuer à ça. Voilà. De se dire dans 5 ans, alors que vous regardez un peu au jour le jour comment vous allez finir votre bilan et votre économie annuelle, se projeter dans 5 ans, c'est extrêmement compliqué. D'avoir une capacité d'élaboration d'un projet collectif ou une ingénierie comme vous l'avez eu à Paula, c'est compliqué pour les organisations. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, beaucoup de moyens d'ingénierie pour pouvoir faire ça. Et donc tu parlais de changement de méthode. On est vraiment dedans. Voilà. Les opérateurs immobiliers, ils savent faire du logement. Enfin, et encore, c'est très normé. Hein, ils savent faire du T3, en gros. Voilà. Ils savent faire des bureaux. Alors là, ils sont un peu dans la merde parce que ça a un peu changé, hein, la relation au travail, etc. Quand on passe au commerce, il y a quand même beaucoup plus de plantades. Enfin, le logement, il y en a aussi, mais comme on a besoin de logement, de toute façon, on se tait. Et puis ensuite, quand on passe aux locaux d'activité, ça, ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Et donc, du coup, on est sur des opérations de grande envergure d'élaboration des projets urbains qui sont complètement déconnectés des besoins des gens et de la capacité de contribution effective des habitants. Le troisième élément, c'est que les collectivités territoriales sont globalement, ça s'est organisé au fil du temps, mais globalement assez démunies sur l'effectivité, sur une contribution effective à l'élaboration des projets. Un bail amphithéotique avec une collectivité, ça suppose que la collectivité, elle soit propriétaire des lieux. Or, vous avez eu des grandes opérations de revente des fonciers publics au privé qui continuent énormément. Enfin, à Bordeaux, c'est ça en permanence, qui fait qu'au final, les collectivités, elles ont quasiment plus de marge de manœuvre. Alors, il y a des établissements publics fonciers, il y a quelques foncières de redynamisation qui se créent, etc. Mais globalement, on a quand même des collectivités qui ont relativement peu la main sur une capacité à faire. Et elles s'en rendent compte, évidemment, mais pour des nouvelles municipalités, c'est compliqué de reprendre la main. C'est peut-être pour ça que vous avez pris ce titre là-dessus. Donc du coup, fort de ces constats, j'étais un peu longue sur les constats, mais ça replace aussi les difficultés à pouvoir agir. Et pourquoi la création d'une foncière dédiée, d'une foncière là pour le coup plus territoriale, alors globalement économie sociale et solidaire, mais plus territoriale, c'est que l'idée, l'idée c'est de créer une société coopérative d'intérêt collectif et d'organiser cette gouvernance
entre les collectivités, les habitants et les porteurs de projets pour justement élaborer des projets urbains qui peuvent être définis autrement par une autre méthode et détenus autrement par une autre économie plus hybride qui vient justement générer un autre rapport à la propriété. Évidemment, on s'inspire beaucoup des communs. Donc l'idée, c'est de créer un outil Nouvelle-Aquitaine. Pour l'instant, il est très modeste, l'outil Nouvelle-Aquitaine. On est plutôt sur un premier niveau d'intervention sur Bordeaux Métropole et d'élaborer, déjà premier objectif, essayer d'avoir 5-6 lieux, 5-6 polas, on va dire ça comme ça, sur le territoire de Bordeaux Métropole. Alors là, on réfléchit sur des choses, les secteurs sont quand même, c'est très large, ça peut être sur l'économie circulaire, ça peut être sur la mobilité responsable, un pôle de la mobilité responsable par exemple, ou un pôle un peu nourricier aux consommations alternatives. De l'autre côté là, du tram, on est en train de penser une opération immobilière là-dessus. Donc on s'est créé fin 2021 et on devrait passer en société coopérative d'intérêt collectif en 2023. Je ne sais pas où j'en suis, ça va. 2 minutes, c'est parfait. Juste pour le lien avec un peu la culture, parce que c'est quand même la vaste question qu'on va vous reposer juste après dans le débat, c'est la culture peut-être réinventer la fabrique de la ville. Rien que ça, une fois que j'ai posé le constat de tout à l'heure, c'est quand même assez ambitieux. Moi, je pense que oui. Alors déjà parce qu'il y a des initiatives, c'est peut-être dur, mais n'empêche qu'il y a des projets qui sortent. Comme disait Blaise, c'est extrêmement riche pour une foncière solidaire d'avoir des exemples comme ça. Je vous parlais tout à l'heure d'un pôle de la mobilité responsable. Là, typiquement, il y a un transfert d'expérience qui va s'organiser entre Pola et ses acteurs pour justement travailler une capacité, leur permettre d'acquérir une capacité de contribution, d'élaboration d'un projet immobilier. Parce que l'idée, c'est quand même de reprendre la main, d'une forme d'empowerment pour reprendre du pouvoir d'agir sur ces opérations immobilières. Donc, on a besoin de travailler ces questions de méthode. Mais il y a aussi une capacité quand même de la culture à pouvoir reprendre par une autre manière d'élaborer des projets immobiliers. Je pense à l'hôtel Pasteur, vous connaissez peut-être à Rennes. C'est un projet extrêmement inspirant. On a fait une visite avec Bordeaux Métropole. Ils étaient assez ravis de cette initiative. Un petit coup de... Voilà. L'idée, c'est de pouvoir, en occupant un lieu, donc là, beaucoup le secteur culturel, beaucoup le secteur de la santé, une démarche extrêmement ouverte d'un lieu où simplement, avec une architecte concierge qui était là pour accueillir, c'était son intitulé de poste, pour accueillir différents porteurs de projets et vivre avec eux la mise en vie de ce lieu et observer les usages pour ensuite élaborer une programmation du lieu. C'est le lieu et la manière dont il vit et dans la manière dont il communique avec les habitants, le territoire, qui va déterminer ensuite sa propre destinée. Voilà. Et donc ça, on n'est plus sur l'occupation temporaire juste fonctionnelle, on est sur une occupation de la transition avec une dimension beaucoup plus politique des choses. Et ça, on a une capacité du milieu artistique, du milieu culturel à opérer ces façons de faire et donc à permettre, quand on discute de ça avec les architectes notamment, il y a beaucoup d'architectes qui sont très intéressés par ces façons d'agir. Une petite expérimentation qu'on va avoir avec le bruit du frigo sur les quais de Bordeaux, sur une occupation un peu temporaire, transitoire, et la suite à partir de ces usages-là. Et je pense que c'est une piste intéressante d'un point de vue méthodologique pour remettre du politique dans la manière dont on fabrique la ville. Parfait, merci. Je vous remercie tous les quatre pour votre intervention. Est-ce que déjà, entre tous les quatre, vous voulez rebondir sur ou vous avez oublié quelque chose quand le copain a dit est-ce que vous voulez ajouter
juste envie de vous préciser quelques petites choses par rapport à la SIC OE. On est quand même 2000 sociétaires. Ces 2000 sociétaires, dedans, il y a des personnes physiques, donc citoyennes, et des personnes morales. Il y a à peu près 250 assos. Donc on représente un nombre énorme, et que, en fait, la volonté était de dire que tout seul, on n'était pas grand-chose, mais que quand on représentait un nous extensible, et extensible à loisir, c'est-à-dire qu'en fait, le sociétariat n'est jamais fermé dans notre coopérative, en tout cas. Par le nombre, on pèse un poids politique dont tu parlais, évidemment. Non, ce que j'ai envie, moi, c'est d'échanger avec vous, parce que, en fait, les 4 expériences qui sont là à essayer de restituer un quotidien et de longs engagements, en fait, elles se répondent les unes les autres, et on est le miroir les uns des autres. On a les mêmes difficultés, on ne part pas des mêmes intentions. On a, je pense, à peu près des valeurs communes. Tu parlais de bien commun, mais voilà. Et je pense que la propriété, c'est une valeur qu'on remet en question aussi. C'est plus la propriété individuelle dont on parle, mais d'une propriété collective, donc d'une propriété presque intellectuelle, c'est-à-dire celle qui nous fait penser qu'il est encore possible de vivre ensemble, quelque chose de réel, quelque chose de palpable, quelque chose qui nous fait être humain, en fait. Plutôt que d'avoir humain, on est plutôt être humain. Donc voilà. Et aussi, un truc hyper important que j'ai envie de souligner, c'est que c'est des engagements qui représentent de la joie. C'est-à-dire qu'on est dans la joie. On n'est pas en train de pleurer sur nos sorts. On est dans une joie militante, assumée, avec des gens qui se rassemblent. Des fois se ressemblent, des fois pas du tout. Des fois s'engueulent, des fois débattent. Mais souvent sont en colère, souvent ont envie de dire autrement. Et le autrement, c'est un petit adverbe vachement sympathique. Ça peut paraître fourre-tout, mais par rapport aux politiques, c'est vachement intéressant. Et puis c'est dire aussi stop à la récupération, quoi. On sait d'où on vient, on connaît nos territoires. La société civile fait partie voilà, quand on habite un territoire, on connaît son territoire. Donc il faut qu'on repose d'autres équations avec le politique. Il ne s'agit pas d'être contre le politique, mais il s'agit de lui dire peut-être comment il faudrait faire d'une autre manière. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une première question dans la salle ? C'est la première qui est la plus dure. Bonjour, vous m'entendez ? C'est bon, ça marche ? Maric Dorémus, je travaille sur un atelier de recherche à l'université sur la culture. Moi, je m'interroge sur, et peut-être que en tout cas, je vous interroge justement sur les acteurs que sont ceux qui font aujourd'hui l'occupation transitoire et qui est quand même très à la mode dans nos grandes villes. Je peux en citer comme Plateau Urbain, Yes We Camp, etc. Est-ce que vous avez échangé avec eux ? Comment vous observez ces expériences-là ? Et l'autre question serait, là on est face effectivement à des acteurs culturels que nous sommes, si vous avez des dialogues avec aussi le milieu de l'architecture, du paysage, notamment dans peut-être les futurs architectes, comment eux s'approprient cette question-là. Alors oui, notamment des acteurs comme Plateau Urbain qui ont commencé en région parisienne, ils se développent énormément, ils sont très présents sur les grandes métropoles, moins sur les villes secondaires et les territoires ruraux. On essaye d'organiser ce dialogue parce que pour les collectivités, c'est un acteur qui apporte un service pour les partenaires, pour les promoteurs, pour les
du boulevard des Italiens, ça fait... j'ai réussi à pas les citer, c'est utile. Après, comment on fait là, par exemple, on essaye de travailler sur un objet, c'est un bailleur social qui, sur le secteur Euratlantique, alors un secteur Euratlantique sur Bordeaux, c'est à peu près 800 hectares qui vont être construits, qui ont commencé à être construits, 12 quartiers qui sont créés, une ville comme de la taille d'Arcachon qui arrive sur Bordeaux, 3 communes, Bordeaux, Florac et Bègles. C'est un établissement public avec l'État. Et donc, c'est vraiment une opération d'aménagement énorme qui est arrivée avec la LGV. Là, vous savez, on est à 2 heures. Là. Vous avez pu l'expérimenter pour certains. Et donc, du coup, il fallait créer une ville dans la ville. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, il y a des mouvements un peu de citoyens, d'habitants qui agissent parce qu'ils voient les grues, surtout la ville commençait à sortir de terre, mais elle a été pensée il y a 10 ans, la ville. Cette ville-là, elle a été pensée il y a 10 ans. C'est extrêmement compliqué d'agir. Quand je disais démocratique, c'est une belle illustration. Et donc là, il y a un chantier qui est planté à Euratlantique, c'est un espèce de gros truc, le siège social d'un bailleur avec des logements. Bon, bref, ils ont eu un litige et un espèce de gros chantier qui est planté. Et c'est une verrue parce que y a tout qui sort et puis ça c'est complètement arrêté. Et donc, du coup, ils nous ont demandé de réfléchir à l'occupation temporaire et donc ils ont appelé plateau urbain, etc. Et donc, du coup, on a essayé, notamment avec les bruits du frigo, cofondateur de Pola, de penser, de proposer un peu une alternative, une autre manière de faire et comment cette occupation-là, elle pouvait permettre aux citoyens, aux habitants qui arrivaient, aux assos. Il y a une petite asso qui est un espace de vie sociale, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le quartier Belsier, enfin ce quartier-là. Ils voient ça, comment ils agissent, eux, acteurs socio-culturels du territoire, dans un truc qui bouge énormément, avec des gros immeubles qui sortent. C'est extrêmement compliqué pour eux. Et donc là, on essaye de monter un aménagement de ce chantier, cette espèce de friche neuve, là, avec les bruits du frigo, qui a cette expérience-là quand même du territoire et de la place des habitants, notamment dans la réflexion des transitions urbaines, pour penser une occupation qui peut avoir un sens un peu différent, et on les embarque, les plateaux urbains, par exemple, voilà, pour pouvoir identifier d'autres méthodes, expérimenter. On verra, on sera sans doute pas complètement d'accord, mais pour l'instant, petite foncière qu'on est, on essaye de faire avec eux. Voilà. Sur les architectes, il y a une piste énorme. Voilà. Les écoles d'architecture, les jeunes architectes, là il y a des architectes juste à côté de Chapiteau qui pensent avec nous le projet un peu de pôle nourricier à côté. En plus, ils sont très concernés. Leur bureau d'études est là. Ils veulent rester sur le quartier. Ils veulent même investir dans le lieu. Ils sont géniaux parce qu'ils ont envie de faire autrement. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une piste énorme de recherche et de dialogue avec ces jeunes architectes et les écoles d'architecture pour aller plus loin justement et trouver d'autres méthodes. Ils sont extrêmement sensibles. Ils en ont ras-le-bol de répondre à des commandes et d'être sur une définition verticale, très descendante de l'élaboration de la ville. Peut-être moi juste pour compléter, sur la question de l'urbanisme transitoire, ce que je vois surtout, c'est qu'on voit bien que c'est tout de suite quelque chose qui génère un marché, puisqu'on a des opérateurs dans ce boulot, c'est-à-dire qu'ils font de l'argent, ils font du service autour de ça. Alors il y a indéniablement une facilité pour les politiques à s'adresser à eux, parce que il y a des solutions toutes prêtes. Et indéniablement, ce qu'on peut voir, au-delà du fait que c'est je dirais une sécurisation pour la puissance publique de s'adresser à des gens dont c'est le métier, qui ont des cahiers des charges tout prêts, élaborés, c'est que c'est surtout des acteurs qui sont finalement pas sur des logiques d'implantation territoriale, mais beaucoup plus d'extension à une échelle nationale. Donc on voit bien qu'ils ont un marché national. Ce qu'on défend aussi, et on l'entend à travers la SIC du bateau, c'est les gens qui sont habités par leur territoire, qui vont être les acteurs de leur territoire.
Donc, je ne vais pas en dire plus sur je vais ramener cette histoire parce que je vais m'énerver, ça m'énerve. Sur les archives, là, il y a une vraie piste qui est vraiment intéressante. Effectivement, tu cites Bruit du frigo, Yvan Détras fait partie de ces gens qui, il y a déjà 25 ans, ont dit j'ai pas envie de faire de l'architecture. En tout cas, pas telle qu'on nous la propose aujourd'hui. Il y a aussi des écoles d'architectes qui font des choses, mais qui réfléchissent différemment. Évidemment, pense à l'école de Bouchain et de Nicole Concordet, qui sont quand même des gens qui ont vraiment une réflexion sur ces enjeux-là. Après, c'est vrai qu'un outillage au sein des écoles ou à la sortie des écoles, c'est une vraie question. On avait porté un projet dans le cadre d'un appel du ministère il y a 3 ans ou 4 ans qu'on avait appelé Via Bornéo, et qui était justement un incubateur de jeunes diplômés en architecture que pendant 1 an on accompagnait parce qu'ils avaient envie justement de développer des projets qui étaient en dehors du champ de la simple construction. On l'a fait juste 1 année, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé continuer parce que c'était vraiment un super outil de réflexion pour nous tous, aussi bien pour des gens qui veulent construire différemment que pour des gens qui veulent parfois pas construire parce que c'est des savoir-faire, on n'est pas obligé de construire. Ça c'est vraiment une piste importante. Ouais. Bonjour, Titouan du collectif Commando, donc un jeune architecte dont on vient de parler. Donc on est tous les 3 là du collectif Commando, on est assez impliqués dans ces questions-là. Et je me pose la question, là vous représentez toutes et tous des initiatives plutôt citoyennes, qui viennent du bas, c'est-à-dire des gens qui travaillent, des gens qui sont dans le quotidien et dans le territoire, dans l'usage. Et Monsieur Mouget, vous parliez du fait qu'on travaille avec les politiques et qu'on ne travaille pas contre eux. Et ma question c'est, est-ce que vous avez, vous, des exemples autour de vous ou des références justement de politiques ou d'aménageurs, etc., qui sont dans ces démarches-là et où la réflexion elle vient d'en haut et plus d'en bas? Est-ce que ça existe? Et est-ce qu'il y a, sinon, est-ce que vous entrevoyez une lumière dans la nuit? Est-ce que vous... Ouais, ça existe vachement, le rapport descendant. Nous, on a essayé de montrer qu'on était dans un autre rapport, plutôt horizontal. La coopérative, elle nous permettait de monter ce rapport-là directement, et t'en parlais tout à l'heure, dans la SIC en tout cas, dans le côté une personne, une voix. Et donc on a, pour donner un exemple très concret, quand on a monté la société coopérative d'intérêt collectif, donc on a su l'acheter qu'avec les citoyens et avec une prise de part de la part de la région ils ont pris 1000 parts à 100 €. Et on a mis à peu près 1 an et demi à leur expliquer que ce n'était pas une subvention, que c'était une prise de part, qu'il n'allait pas pour cela être au CA, qu'il y aurait un vote en AG, qu'on avait une structure coopérative qui ne fonctionnait pas du tout de la manière dont ils avaient l'habitude que ça fonctionne. Et donc c'est tous les jours en fait qu'on doit faire acte de pédagogie envers le politique. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas contre. Au contraire, on est là pour quelque part l'éduquer d'une autre manière, parce que tu parlais de... C'est moi ? Tu parlais du côté adémocratique. Nous, on parle de démocratie permanente, c'est-à-dire plus que participatif. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose où, par le fait de mutualiser nos compétences, on arrive à un niveau d'expertise qui est aussi valable que les expertises de professionnels ou grands professionnels qui seraient dans la logique de l'économie de marché et qui seraient les sachants. Avec le collectif, par exemple, à un moment donné, face aux politiques, on a réussi à réunir 5 architectes, chose qui arrive très très rarement sur le sujet du bâti. Sur le sujet du bâti et de comment on le voyait et comment il allait évoluer. Et ben, chacun est venu avec ses spécificités. J'ai parlé de l'accessibilité, il y avait un des amianteurs, mais qui était architecte aussi. Il y avait, voilà, tout le monde est venu éclairer le dossier, mais dans le même objectif, c'est ce bien commun qu'on était en train de construire. Et après, nous, on ne construisait pas un lieu, parce que le lieu était identifié, mais par contre, on était très conscient qu'on était à la croisée. On est en centre-ville, une salle de spectacle en centre-ville, ce qui est de plus en plus rare, et à la croisée de plusieurs quartiers. Quartier populaire, à Tours, il y a le Sanitas, le quartier Sanitas, qui est un quartier très populaire en centre-ville, ce qui est très rare, parce qu'ils sont en train de l'exploser, ils essayent d'exploser ce quartier
voilà, comme ils font d'habitude. Hein, voilà, on casse la mixité, on essaye de la construire ailleurs, mais on ne la construit pas vraiment. Et comme dans toutes les villes, c'est la même dynamique qui s'opère. Et pour finir, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, tu me diras. Dans la question de transition et la question de transmission, il me semble. Et en fait, il n'y a pas de transition possible si on ne transmet pas aussi. Enfin, il y a une espèce de porosité qui doit s'exercer. Et du coup, c'est vachement intéressant de vous avoir là, parce que vous paraissez jeune et dynamique. Et j'ai envie de vous dire, voilà, la transition, elle se passera autrement que si on arrive à se transmettre les uns les autres des énergies positives, joyeuses, qui vont vers autre chose que cette économie de marché qui nous broie. Parce que c'est éminemment politique ce qu'on vit, et c'est éminemment politique. Mais ce n'est pas une politique de politiciens, c'est une politique de vie de la cité. La vie de la cité nous intéresse. Le vivre ensemble, c'est peut-être là où on peut faire encore quelque chose. Et en tout cas, c'est là où il y a encore du sens à donner à Louis. Et c'est là où la culture a quelque chose à voir, quelque part, avec la construction de la ville. Mais comme toutes les économies de la vie, pardon. Tu parlais de la santé, on peut parler de l'éducation. Je crois qu'il faut qu'on travaille vite sur l'éducation aussi, quoi. En fait, j'ai pris le micro en fait suite à la question qui a été posée par voilà, donc je suis moins jeune, peut-être dynamique, mais bon, on verra. Alors, moi, je suis porteur d'un projet. Donc, c'est en tant que porteur de projet que j'adhère à ce collectif. Donc, c'est un festival en zone rurale, en Haute-Corrèze, qui s'appelle 1000 Sources. Donc, ça, c'est ce que je représente, moi. Et en fait, le projet, c'est donc un tiers-lieu dans une commune de moins de 2000 habitants de Haute-Corrèze, à Neuvic. Et c'est un petit peu ce qui m'a fait réagir, c'est justement, est-ce qu'il y a une lumière quelque part? Et voilà, alors je ne sais pas où ça va aller. Ça fait moins d'un an qu'on développe ce collectif. Avec, je me reconnais dans beaucoup de ce qui a été dit hein, sur, je dirais, le côté démocratie et participatif. Hein. Une voix, un habitant, un porteur de projet. Enfin, on est là-dessus. L'association de préfiguration vient d'être créée. Le projet, peut-être à 3, 4, 5 ans, c'est d'aller vers une SCIC également. Mais en fait, ce n'est pas encore très précis. On a un accompagnement qui se met en place à tout niveau. Le lieu, c'est une partie du lycée d'enseignement professionnel. C'est-à-dire que c'est en gros 2000 mètres carrés de surface à peu près, et en foncier, et en bâti, je ne sais pas, on doit être à peu près sur 800 mètres carrés, donc c'est quand même assez respectable. Il y a moyen de développer des choses. Et donc l'idée, c'est que ça fasse société, donc à la fois sociale, à la fois culture. Donc il y a, je dirais, un petit peu un appel à habitants qui veulent développer des choses, artisanat également, économie donc bien sûr, et également social et culture. Donc il y a les Restos du Cœur, il y a Écotriouzoun qui est une ressourcerie, et il y a des acteurs culturels de toutes sortes, artistes, compagnies, voilà, moi c'est un festival, voilà, qui sont en tout cas des gens qui agissent, qui sont agissants sur le territoire. Voilà. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, alors est-ce que c'est un piège? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, les choses se passent assez bien du côté du politique. C'est-à-dire que la région en fait, a fait don à la commune de ces lieux. Donc pour l'instant, ça appartient à la commune. Et la commune, en gros, a fait acte de on est là, mais on ne veut pas faire. Donc c'est vous qui allez faire, et donc on est en train de mettre en place toute une organisation pour avancer dans ce projet. Donc on est bien d'accord, je repose la question. Là, c'est la collectivité qui vient vers les habitants. C'est ça. D'accord. Donc c'est à l'inverse de ce qui s'est passé chez nous. Et juste, j'ai envie de vous dire, oui, il y a danger. Il y a beaucoup de dangers, en fait. Oui. Mais voilà, c'est la vie, hein, c'est les épreuves de la vie. Mais le danger, c'est d'avoir...
si vous voulez, on fabrique beaucoup en France, on fabrique beaucoup de dispositifs nés d'actes divers et variés, collectifs. Et puis tout d'un coup, l'État, l'Empire dit « Ah, ça c'est pas mal ce qu'ils font quand même eux. Ça serait bien qu'on fasse un petit dispositif. Tiens, si on appelait ça les tiers-lieux. » Puis alors tout d'un coup, ça devient une nébuleuse. C'est quoi un tiers-lieu ? Je crois qu'on a tous une définition du tiers-lieu. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais surtout, qu'est-ce qui sous-tend ce tiers-lieu de manière éthique ? Et c'est pas un gros mot, l'éthique. Hein. Franchement, moi, je l'emploie beaucoup parce que je pense qu'en fait, c'est un problème on a un problème de définition. Les politiques nous renvoient des définitions toutes faites, mais en même temps, c'est pas vraiment habité. C'est le cas de le dire. Et puis c'est à nous de faire. Donc, le premier danger, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire, de manière à ce que vous puissiez l'imposer très clairement, de manière citoyenne et de manière avec des savoir-faire, avec des compétences, sans savoir vraiment où vous allez. Parce qu'en fait, nous, une des valeurs qu'on partage, par exemple, c'est le doute, le droit au doute. On n'a pas de certitude, nous. Nous, on a juste envie de douter pour créer autre chose. Mais si on arrive avec des certitudes, oh bah, vous allez nous faire un tiers-lieu, allez-y, ça va être super cool, vous avez 2000 mètres carrés, et puis dans 5 ans, on va vous demander d'être rentable. Et puis on va dire, ah ouais, mais là, ça commence à coûter trop, parce que, voilà. C'est quoi l'expérimentation ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expérimentation qu'on vous demande de faire ? Et est-ce que vous avez envie de la faire parce qu'on vous le demande, ou est-ce que parce qu'il y a sur le territoire, pour vous, un sens à donner à ce bien commun que vous allez construire ? Moi, je dirais ça. L'écueil le plus dur, c'est celui-là. Qui était importante, à mon avis, sur la place des politiques publiques et l'initiative descendante. Parce qu'on a bien vu avec la SIC du bateau comment le collectif a tordu le bras du politique pour réussir à obtenir quelque chose. Mais les SIC, les deux foncières me semblent quand même assez emblématiques de ce qui est en train aujourd'hui d'émerger. La foncière que tu coordonnes, Julie, aujourd'hui, elle a impliqué dès le début et dès sa naissance des politiques. Je pense que ça vaut le coup quand même de le mentionner. Et la manière dont vous avez réussi au niveau de la main à mobiliser le ministère, je ne dis pas qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et ça vaut peut-être le coup je sais pas, que vous mentionniez un peu là-dessus, parce qu'il y a un vrai enjeu. Et moi, pour compléter leur question, c'est ce que vous voyez après des politiques sur des questions liées à l'évolution des PLU, etc., commencer à se poser ces questions-là, quoi. Alors moi, je n'ai pas une entrée architecturale très précise, ni d'urbanisme, donc sur les PLU, je ne sais pas trop, mais dans le lien collectivité, en fait, nous, c'est sûr qu'on s'est attaqué d'abord à la question du ministère de la Culture, mais même localement sur plutôt le 93 et la Seine-Saint-Denis. Il y a forcément une proximité qui serait avec les collectivités, parce qu'en fait, c'est quand même souvent elles qui sont le levier obligatoire à mobiliser si on veut aboutir à une maîtrise foncière de son bâtiment, de son espace, quoi. Et typiquement, dans l'espace, dans l'exemple qui va avoir lieu là, qui a la maîtrise foncière, ça va être important à poser comme question, parce que déjà aussi une mandature, ça change, et il peut y avoir des difficultés sur la suite, quoi. Et sachant que les collectivités peuvent apporter en capital social le foncier aussi. Ça peut être un truc à... Et si ça marche, il faut le faire savoir, parce que ça fait un peu jurisprudence, c'est intéressant. Mais du coup, par exemple, nous, à la main, dans le travail avec plutôt le département, pleine commune et tout ça, aujourd'hui, on arrive à vachement être identifié comme un peu les référents, en tout cas des interlocuteurs privilégiés dans cette question justement d'aménagement des lieux, et surtout que la Seine-Saint-Denis en est un petit peu remplie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le département, là, ils sont en train de faire un PPI, un plan pluriannuel d'investissement à destination de ce qu'ils appellent un peu les tiers-lieux, et avec une dominante un peu à destination des tiers-lieux culturels. Et ça vient notamment de l'étude qu'on a faite, que j'expliquais là il y a 5 ans, qui a montré en fait l'importance de ces lieux-là dans le développement et la vie économique du territoire. Et donc aujourd'hui, ils nous confient carrément une sorte de mission un peu d'aide à la définition de leur politique publique d'investissement à destination des lieux. Donc c'est-à-dire que c'est nous, et du coup quand je dis nous, c'est pas moi, c'est tous ceux qui travaillent autour de la coopérative, tous les réseaux qui y sont implantés, les lieux eux-mêmes, qui vont participer à
à faire en fait ce diagnostic de territoire sur en fait, quels sont les besoins en termes d'investissement de ces lieux-là, quels sont les outils nécessaires à leur pérennisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bloqués que sur une somme en investissement, mais aussi comment on travaille d'autres formes de propriété. Ils nous ont fait des appels du pied en disant, bon, la main c'est bien beau, mais peut-être maintenant comment on travaille un peu plus ensemble justement pour que cet outil, la collectivité prenne plus part. Et là-dessus, les services, ils sont quand même assez convaincus et sont assez intéressants de discuter. Donc il y a un peu tout ce travail qui se fait. Là, c'est un premier exemple, comment nous, on a réussi à avoir une lumière au bout des tunnels qui s'est vraiment incarnée là, dans ce travail autour du PPI, qui, en fait, c'est vraiment ce truc de faire ensemble. On a pu délimiter ensemble le cahier des charges. Au début, on avait un peu peur de la question des intérêts, ou du conflit d'intérêts qu'il pouvait y avoir sur ces questions-là, mais du coup, ça c'est bien réglé et délimité. Mais voilà, ça c'est un exemple aussi de comment nous, par exemple, les collectivités, au-delà du ministère, elles sont venues nous chercher sur forcément l'action locale, quoi. Ça passe forcément par là, et je pense qu'il faut être prudent. En tout cas, nous, l'AMAN, on essaie d'être un peu prudent sur cette déclinaison nationale de cet outil foncier, où je pense qu'il y a d'abord le besoin de travailler territorialement auprès des collectivités, auprès des services, pour avoir ces espaces-là de co-construction de politique publique à travers là le plan pluriannuel d'investissement, quoi. Tu voulais... Oui, pour dire que oui, il y a quand même quelques étoiles ou quelques lumières au bout du tunnel. En tout cas, il y a des sources d'espoir. La foncière la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine, tout de suite, c'est une rencontre entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités. Aujourd'hui, moi, mon poste de développement, il est financé par la métropole, la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les collectivités, elles se sont trouvées fruit de leurs décisions, fruit de leur histoire, fruit de la place du privé, etc., mais démunies de capacité de faire. Et qu'elles voient bien, quand on a une nouvelle mandature qui arrive, comme la ville de Bordeaux, en gagnant les dernières municipales en voulant agir sur Euratlantique, par exemple. Il y a eu tout un communiqué autour de la rue bordelaise, etc. Mais c'est extrêmement compliqué pour eux d'agir. Mais globalement, par exemple, là, il y a un lieu sur Bordeaux qui était un lieu qui s'appelle la chiffonnerie d'artisans et d'artistes. Ils ont un problème avec leurs propriétaires. La ville de Bordeaux a agi en rachetant le foncier, et là derrière il y a le projet à mener, donc il y a quand même une volonté des collectivités à reprendre la main. Et bon, c'est pas simple le dialogue, hein. Il y a zone de danger évidemment, premièrement parce que il peut y avoir des choses qui vont être plaquées, tout le monde veut son tiers-lieu, personne ne sait ce que c'est, mais bon, tout le monde en veut. Il y a aussi, on veut des acteurs qui savent faire le même rapport qu'avec les opérateurs ou les promoteurs, hein. Pourquoi ils se sont développés, ces opérateurs et ces promoteurs privés? C'est parce qu'ils ont affiché la compétence. On sait faire, on peut être à votre service et on développe. Et nous, on arrive en disant, nous, on va organiser le dialogue collectif. Voilà, c'est pas la même chose. Nous, on va organiser le lien avec le territoire, faire en sorte que ça sorte du territoire. Ça va prendre du temps, la coopération, oulala. Enfin bon, c'est compliqué. Et puis ensuite, là, par exemple, on parle du passage en SIC. C'est comment Bordeaux Métropole. Au début, on dit, on va créer une SEM, une société d'économie mixte. Nous, notre culture, c'est qui paye décide. Désolé, mais nous, on dit désolé aussi. C'est pas... et le dialogue, il se fait. Nous, on veut bien réfléchir là-dessus. Par contre, il va falloir nous aider parce que franchement, on n'en a pas l'habitude. Voilà. Mais quand on discute sur la manière dont on peut penser, par exemple, des activités à vocation sociale et solidaire sur Bordeaux Métropole, moi j'ai entendu un peu servitude d'utilité publique, c'est pas mal quand même. Voilà. Comment on peut penser, tiens, il y a un pourcentage de logement social dans des opérations, comment il pourrait y avoir un pourcentage d'opérations de lien social, de locaux associatifs, etc. Alors c'est vraiment les prémices. Mais enfin, en tout cas, je trouve que ça génère des discussions intéressantes. Donc, zone de danger, oui, on n'est pas dupe. On organise un dialogue collectif avec des contre-pouvoirs, etc. Faut pas être naïf, mais n'empêche que y a quand même plusieurs étoiles, lumières au bout du tunnel. Ah mais carrément. Moi, je parlais de choses joyeuses. C'est pas. Mais c'est vraiment à cet endroit-là où on peut changer le rapport de l'ascendant, du descendant, voilà, et d'être dans les rapports horizontaux, ça peut exister. C'est une certaine forme de radicalité et d'abnégation, t'en parlais, c'est-à-dire qu'il faut de pugnacité. Il
faut être très pugnace, il faut être là tous les jours, il n'y a jamais rien d'acquis, mais ça se fait, et les étoiles, elles sont là, parce qu'on les voit dans les yeux du politique aussi, à un moment donné. On vient aussi un peu titiller son intelligence au politique à ce moment-là. Je veux dire, quand tu parlais de contre-pouvoir, oui, il y a un côté bouffon, c'est-à-dire on est un miroir d'une société qui est un peu consciente de ce qui lui arrive et qui a envie de faire un peu les choses autrement. Donc ce miroir-là, on le propose, mais toujours avec l'enjeu de faire ensemble. Et quand je parlais du conseil régional qui est venu, bon, c'est l'intelligence du politique qui a dit, bah ouais, cette coopérative, ils veulent faire un outil de diffusion autre. Ça nous semble pertinent, on va venir, on leur a expliqué, ils ont compris, ils sont toujours là, ils sont à l'investissement et ils sont en définitive tous venus. Parce que quand tu fais levier sur un, bah, l'autre à côté, il bouge aussi. Et donc, du coup, c'est un peu l'effet domino aussi qui arrive. Ça aussi, c'est horizontal. Mais tu vois, tout le monde se met un petit peu sur le même plan et commence à discuter d'une autre manière. Donc, c'est aussi... et c'est hyper important d'aborder les choses du langage parce qu'avec le politique, en tout cas, c'est tout de suite qu'il faut aborder les choses du langage et qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je réagissais tout à l'heure à tiers-lieu. Mais il y a plein de mots, hein, il y a plein de mots à inventer ou à réinventer. Moi, je voudrais juste rebondir sur plateau urbain, le rôle, et vous expliquer un peu mieux. Enfin, ma question elle va être longue, donc je préfère poser la fin d'abord. En gros, nous, du coup, on est un collectif. On s'est monté en 2018. On est issu de l'école d'archi de Bordeaux. On s'est monté en réaction à ce qu'on nous propose de faire à l'issue de cette formation. Et nous, on veut participer à la question qui est posée, c'est-à-dire comment mettre la place de la culture dans la ville et comment elle peut participer à la fabrique de la ville. En s'occupant des interstices délaissés, de dans les Euratlantiques, tous les espaces qui sont en attente de vocation et qu'on sait que nous, à côté, dans nos pratiques, on est archi et du coup, on fabrique des choses pour des gens, beaucoup plus sur le domaine culturel et donc on côtoie des gens qui sont en demande d'espace pour s'exprimer, pour travailler et tout ça. Donc en gros, nous, dans nos parcours personnels, on a fait nos mémoires sur ces sujets-là. On a fait notre diplôme où du coup, on a proposé un diplôme à 3 têtes en proposant une réalisation pratique à l'échelle 1. Donc on a théorisé et on a tenté des choses. On a une occupation temporaire actuelle à Villeneuve-d'Ornon avec le collectif Cancan et un artiste peintre. On fait des choses, on travaille et on discute beaucoup avec la ville sur ces questions-là. On a participé à un concours sur la vocation des silos à grains à Bacalan et qu'est-ce qu'allaient devenir ces silos dans le futur. On a été en finale, ça appartenait à Legendre Immobilier et on était face à une proposition qui était l'antithèse de nous et ça ne posait pas de dilemme aux gens qui organisaient ce concours de confronter ces deux choses qui sont que nous, on propose un outil de la ville démocratique, participatif, où le but, c'est pas lucratif, c'est juste de faire s'exprimer les gens. Et à côté de ça, on nous oppose à quelque chose qui est l'inverse. Donc nous, on s'est retiré de cette finale, on est parti. Ça, c'est pour la petite histoire. Du coup, là, en ce moment, on cherche des lieux. Nous, on s'est renseigné sur l'hôtel Pasteur et Sophie Ricard, le fait qu'elle est architecte concierge, le fait d'occuper un espace, de voir par cette occupation qu'est-ce qui peut s'y faire avant de dire je veux cet espace pour y faire telle ou telle chose. Enfin, toutes ces questions-là de permanence architecturale, c'est des choses qui nous intéressent, qu'on aimerait développer sur la scène bordelaise, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup ici, et on a le seul exemple pour nous de ces pots-là, et c'est une super réussite, parce que c'est toute cette histoire de 20 ans de projet qui mène à cette finalité-là. Et du coup, moi, ma question, c'est quand on voit le 6B ou tous ces exemples qui sont issus des choses hyper locales, c'est des gens qui diagnostiquent un territoire vacant, un espace, et ils fabriquent un collectif qui vient soulever et occuper cet espace. Quand on voit que du coup, il y a Plateau Urbain qui arrive à Bordeaux et qui veut questionner ces usages-là et questionner ces choses-là sur l'échelle de la métropole bordelaise, moi, ça me pose question sur l'ancrage territorial et comment se fait que du coup, ce soit des gens comme ça qui viennent être
solliciter et apporter leur savoir-faire grand, et que nous, on ne soit pas considérés, ou nous et d'autres, il y a plein de gens qui se questionnent sur ces sujets-là, mais en fait, si ce n'est pas localisé, si ce n'est pas d'intérêt public par les acteurs que ça va concerner, quel est l'intérêt d'avoir des plateaux urbains et tout ce genre de choses? Je ne sais pas si c'était très clair, c'était très long. On se dépêche. Hein. Non, mais oui, c'est assez vaste. Il y a plein de choses qui sont dites dans les propos. Cette question, elle se pose pour plateau urbain, sur les questions d'occupation des espaces. Elle va se poser sur d'autres sujets aussi, du financement ou autre, où il y a plein de choses qui commencent à émerger sur justement à la fois ces foncières solidaires, sur les questions des tiers-lieux, et puis il y a plein de risques de partout. Je dirais pourquoi... je trouve que par exemple, pourquoi plateau urbain va se retrouver à Bordeaux et va se trouver éloigné de ce territoire, et qu'à l'inverse des collectifs plutôt du territoire ne sont pas entendus, je dirais parce que forcément ils ont une préparation, une force de frappe qui est plus importante ou autre, que d'autres structures mettent plus de temps à se développer, que c'est plus long. Et pourquoi on explique ça? Je pense que justement c'est l'exigence qu'on se fixe, c'est-à-dire que ce qu'on discute depuis tout à l'heure quand même, c'est essayer de renverser le fonctionnement de la propriété comme il est aujourd'hui dans son imaginaire le plus complet, quoi. Donc c'est pas une mince affaire, et en plus on n'a pas envie de le faire seul. Donc en fait, de rassembler tous les acteurs d'un territoire, de rassembler les réseaux, de rassembler les gens, on est sûr que ça prend plus de temps. Mais par exemple, et du coup c'est ce qui se fait qu'aujourd'hui le temps nous manque face à ces personnes-là, et en plus elles posent plein de problèmes sur leur occupation de l'espace, le partage de la valeur qu'ils font, leur modèle de fonctionnement, tout ça. Et en tout cas, je sais pas, moi je pense que c'est encore une question de temps, c'est un peu encore de dire, en fait, c'est comment nous aussi on s'organise pour s'approprier ces objets, les faire avancer, et typiquement comment Bordeaux, à quelle vitesse va pouvoir avancer la foncière solidaire dans cette dynamique collective avec les gens. Et du coup, ce qui est intéressant, nous, ce qu'on essaye de réfléchir avec un peu Julie à l'échelle de la foncière solidaire d'Aquitaine et la main, c'est justement aussi comment on crée des complémentarités entre ces outils. C'est-à-dire qu'une foncière territoriale sur un territoire qui va en connaître les acteurs, qui va être un peu générale sur l'ESS, le solidaire, donc qui ne touche pas spécialement que la culture et les questions artistiques. Et du coup, nous, la main, qui avons fait le choix en fait, à terme de avoir une vocation qu'on pourrait appeler de nationale, même si aujourd'hui on essaie de se concentrer sur l'Île-de-France, parce que justement, en fait, c'est d'abord du local que ça doit partir, et c'est en plus dans ces logiques-là, la place de la collectivité haute est hyper importante. Mais comment quand même justement on arrive à créer ces liens où dans le cadre du secteur culturel et artistique, il y a des spécificités qui lui sont propres et qui méritent justement d'avoir cette intention particulière. Et aussi parce que en fait, d'avoir un outil national, c'est ce qui donne à un moment cette force de frappe qui est conséquente, quoi. Que par exemple Terre de Liens a aussi aujourd'hui. Mais pour replacer, moi ça me fait du bien des fois de me le dire le matin, mais Terre de Liens, il se lance à peu près en 98, donc les premières réflexions elles émergent en 96. C'est vraiment des associations de préfiguration, c'est relié, qui réfléchit à ça, et c'est vraiment les syndicats, les agriculteurs, tout le monde qui se dit là on a un problème, il faut qu'on le fasse. La première acquisition d'une ferme, c'est en 2007. Et la première levée de fonds citoyenne, la première collecte citoyenne, je crois que c'est 2006. La foncière, elle est créée en 2005. En fait, c'est quand même 10 ans à un moment pour arriver. Et en première année, ils font 5 millions d'euros de collecte, ce qui est quand même vraiment bien. Mais c'est que l'année dernière, là, pendant l'année du Covid, en 2021, ils ont fait 20 millions d'euros de collecte. C'est-à-dire qu'en 20 ans, ils arrivent à un vrai... Et encore, face aux syndicats de la FNSEA, face au gouvernement, toutes les politiques, on va dire, industrielles, ils pèsent rien. Et ils nagent peut-être un peu, ils se noient peut-être un peu moins au quotidien, et ils ont envie de faire des choses, mais c'est long. Et en fait, je pense qu'il faut mettre aussi ça en perspective. En fait, ce qu'on essaye d'affronter, ce qu'on essaie de lutter contre au quotidien, en fait, c'est quand même des logiques de propriété privée, quoi. Et je trouve que c'est pas rien, et justement, il ne faut pas lâcher, beaucoup de dénégations, il faut s'investir, il faut s'engager, il faut le faire tous collectivement ou autre, quoi. Et du coup, c'est très frustrant, mais c'est la question du temps, comment on arrive à aller vite. Et en fait, aller vite aussi, c'est pas faire comme on voudrait le faire, quoi. C'est prendre le temps de prendre le temps, quoi. Je pense que c'est important, quoi. Mais je sais pas si tu voulais compléter. Une invitation au commando, c'est ça, c'est commando ? Et aux autres. Demain, le 23 novembre, il y a le forum Inventé Demain, 23-24 novembre, forum Inventé Demain, organisé par Bordeaux et Bordeaux Métropole. Le 23, c'est plutôt professionnel. Le matin, c'était
occupation temporaire et on l'a fait glisser l'atelier sur occupation, urbanisme transitoire et immobilier alternatif durable. Bon, déjà, on a un petit peu, voilà. C'est plus que plateau urbain, mais c'est plateau urbain, Cancan, la foncière solidaire et d'autres. Et puis, venez les commandos. Voilà, je vous donne les infos pour vous inviter. Puis parce que vous avez l'air super motivé, deuxième événement aussi. Non, mais en tout cas, la main, justement, c'est dans cette question de comment on partage ces réflexions de façon plus globale. Là, on se projette sur l'organisation plutôt à l'automne 2023 d'une sorte de forum un peu national sur ces questions foncières, alors avec une entrée du secteur culturel. Mais le secteur culturel, il est beaucoup plus large que simplement parler des artistes, quoi. Donc en fait, c'est aussi global à toutes ces réflexions autour d'espace en non-lucrativité, en réciprocité, ESS qu'on pourrait qualifier. Du coup, en fait, ouais, on en reparlera tout ça, mais il y a aussi cette dynamique-là à l'automne 23 de pouvoir un peu avoir ce temps fort-là qui pourrait donner cet élan aussi, quoi. Bon, moi, j'ai entendu deux questions dans ce que tu disais. D'abord, tu as vu, Marie, en fait, j'ai oublié de les citer parce que c'est quand même la génération d'architectes qui ont envie de faire autre chose. Et je pense que c'est important. Effectivement, il y a un vrai prisme, enfin, où je ne sais pas si c'est une facilité politique à un moment aller chercher les choses ailleurs. Toujours. Alors d'abord parce que je le disais quand même, il y a des expertises clés en main qui rassurent vachement les politiques. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est vraiment cette question que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Moi, encore récemment, la maire de Chambéry qui nous a demandé de faire un pôle à Chambéry. Enfin, what the fuck. Donc, réexpliquer systématiquement la nécessité de la question endémique. Et après, tu as prononcé un terme qui me semble super important et auquel je pense qu'on est super tous attachés, c'est la question interstitielle. Évidemment, aujourd'hui, en fait, nous tous, à travers tout ce qu'on porte, on le fait de manière interstitielle. Et parfois, on se glisse, parfois, on réussit à faire émerger un projet un peu plus large. C'est vrai que si on veut passer de l'étape de l'interstitiel ou du marginal à une étape au-dessus, moi, j'ai quand même l'impression que c'est la question des foncières qui peut nous y aider, quoi. Parce que là, on voit vraiment la possibilité de mise en œuvre de politique publique. Et donc, ils ont raison, il faut aller miner toutes les réunions qu'ils organisent. Parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu et on voit malgré tout, de nouveau, lumière au bout du tunnel, on voit et on commence à dialoguer avec des politiques qui commencent à entendre ce truc-là. Mais c'est vrai que tu vois, au sein même d'un collectif politique, on a des gens qui comprennent et puis d'autres qui vont, hop, chercher plateau urbain, c'est plus facile. Et je suis complètement, je souscris complètement à tout ce qui a été dit. Au revoir, mesdames. Putain, je vais arrêter de prendre la parole. À chaque fois que je la prends, il y en a 3-4 qui sortent. Les ponts et les passerelles. Et ça, il faut qu'on construise ça. Vous qui êtes architecte, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et nous, en fait, moi, si je viens là représenter la SICOE, c'est pour créer ces ponts et ces passerelles, c'est-à-dire entre les expériences. Après, on n'a pas de certitude encore à dire, mais il y a des ponts et des passerelles à créer entre nous, parce qu'il y a des expériences qui sont magnifiques et qui sont vraiment positives. Après, elles restent fragiles, très, très sensibles. Et là, j'ai bien aimé, à Paula, on avait parlé de ça, on parlait de la différence entre le produit intérieur brut, celui qu'on ne représente pas, et celui qu'on représente, le produit intérieur doux. Donc le PID face au PIB, comment ça s'organise ? Ça s'organise avec du temps, avec de l'humain, avec beaucoup de présence, dans le vrai sens du terme. Présence, envie, écoute et faire. Parce qu'en fait, on est tous, à un moment donné, on est tous obligés de repasser par le do it yourself, quoi. C'est-à-dire, c'est en faisant qu'on est, en fait. Et nous, c'est pour ça que ça prend du temps. On a mis 12 ans à ce que la coopérative elle puisse réouvrir le lieu. Et on mettra encore beaucoup de temps à arriver à faire que nos perspectives existent et préexistent, et puis à les transmettre. Puisqu'on est dans ces choses de l'intergénérationnel aussi. Voilà, c'est hyper long. Mais il faut l'accepter. Et après, ça va. Alors moi, c'était pas vraiment une question, c'est juste une petite critique. Depuis tout à l'heure, on parle sur comment la culture peut participer à fabriquer la ville. Moi, je me pose aussi la question de est-ce que la ville est prête à fabriquer la culture quand on voit que, par exemple, au bassin à flot, il n'y a pas vraiment d'espaces de culture qui sont proposés à part espace lumière, à la base sous-marine, etc. Au Atlantique, il n'y a pas grand-chose à part l'immense méca. En fait, tous ces grands projets urbains, il n'y a jamais grand-chose pour la culture à petite échelle. On met des grands trucs pour faire un peu de présentation. Tout à l'heure, tu parlais de l'égalité un peu dans l'occupation des lieux, de Paula, etc.
Moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est à Berlin. Il y avait des anciennes archives qui étaient à l'abandon, il y avait des milliers de mètres carrés. Et il y a un collectif qui a imprimé une immense bâche en disant bientôt ici un nouvel espace culturel, etc. Mais c'était complètement fictif. La mairie a réagi de suite en disant non, il n'y aura jamais ce genre de choses-là, c'est faux, etc. Sauf que les citoyens sont montés au créneau pour dire en fait, ça serait bien parce que c'est inutilisé, c'est possible de le faire. Et en fait, la mairie s'est carrément mis avec ce collectif-là pour dire en fait, on va faire quelque chose, la mairie va prendre une partie des locaux, etc. Et du coup, moi, je me demande dans quelle mesure, des fois, c'est pas bien de aussi forcer un peu la main aux politiques et de débarquer, de faire des choses pour les citoyens et de dire venez nous interdire, et puis on verra que ça va lever des boucliers ou autres. Et en fait, c'est toujours dans ce sens-là, c'est la culture qui doit fabriquer la ville, mais jamais l'inverse. On a très peu de politiciens, ce qu'on disait tout à l'heure avec Touan, c'est qu'il y a très peu de politiciens qui sont à l'initiative de projets, c'est toujours les citoyens qui doivent demander, etc. Donc moi, je me pose la question de est-ce que des fois, on ne serait pas en mesure de renverser un peu le rapport de force. Alors moi, je ferais la différence entre l'illégalité et le rapport de force. Ouais. Effectivement, paradoxalement, nous, un de nos plus grands alliés, à l'époque où on était encore au Tripostal et on se fait virer quasi manu militari par l'équipe de Atlantique, c'est que l'équipe de Atlantique impose à la ville de Bordeaux, à la métropole qui était co-signataire du bail, une astreinte de 6 000 € par jour si on restait dans le bâtiment, mais que la métropole devait payer. Tout d'un coup, ils se sont retrouvés, mais alors, tout le monde s'est mobilisé pour nous trouver un nouvel endroit. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les gens qui voulaient nous foutre dehors comme des malpropres ont été nos alliés dans cette... Donc oui, le rapport de force, c'est toujours, et c'est toute l'histoire de ces projets-là. L'exemple que tu donnes, il est génial. Enfin, c'est super, là, l'exemple berlinois. Après, l'illégalité, moi, j'ai rien contre. Enfin, parfois, effectivement, il y a une nécessité d'aller occuper des espaces. Ce qui reste difficile, effectivement, c'est de créer un rapport de force constructif et à un moment, la manière dont on arrive à faire émerger des politiques publiques. Pour citer l'exemple, tu viens de citer 4-5 projets urbains de la ville de Bordeaux. Ils ont tous été lancés il y a 10 ans. Et il y a quelques temps, on avait une discussion avec le maire de Bordeaux, justement. Et donc, on cite la rue bordelaise. Donc, le maire de Bordeaux, il perd son sang-froid. Il fait putain, saloperie. Enfin, on sentait bien qu'il était dégoûté de ne pas pouvoir arrêter ce projet sinon, je crois que ça lui coûtait 100 millions d'euros. Donc, on voyait bien qu'il y avait une vraie désespérance dans la capacité du politique à un moment à s'emparer de cette question-là. Et nous, ce qu'on lui disait, finalement, c'était en attendant, vous en avez pour au moins 2-3 mandats avant de pouvoir changer la ville, parce que ça prend du temps de transformer une ville. Par contre, la culture, elle vient de manière interstitielle, et c'est le terme qu'on avait utilisé, c'est pour ça que elle peut venir de manière interstitielle à un moment donné, à voir ce que pourrait être la ville de demain. Alors que oui, les temporalités sont différentes. Par contre, la question culturelle, elle peut venir à un moment donné à penser ces choses-là, quoi. J'ai un exemple de Tourangeau qui n'est pas le bateau et qui n'est pas une SIC, mais qui est une asso qui s'est créée en collégiale. Et ma compagnie, la compagnie dans laquelle je travaille, elle participe à cette collégiale. On a, à un moment donné, il n'y avait pas de lieu. À Tours, c'est une ville de service. Il n'y a pas de lieu industriel. On ne peut pas squatter vraiment de lieu parce que c'est une ville de service. Je crois que le premier employeur, ça doit être l'hôpital. Le deuxième, c'est l'armée. Et puis le troisième, c'est la mairie, quoi. Et donc, du coup, il y avait un monsieur qui avait une usine pas loin du centre-ville et qui partait en retraite. On l'a su, on s'est engouffré, on a squatté, on a été beaucoup à squatter et on a forcé la main du politique déjà pour considérer qu'on existait et qu'il y avait un vrai travail. Et il y a un rapport de force qui s'est créé, mais dans l'empour, dans la co-construction, puisque ça a fini par co-construire un lieu, une fabrique appelée Fabuleuse Manufacture de spectacles vivants, et co-construit avec la métropole et avec un architecte auquel on a participé à faire son choix. Vous voyez, c'est une vraie co-construction et c'est un outil de travail qu'on a co-construit. Un peu à la manière de Paula, c'est-à-dire avec de la mutualisation d'espaces de travail et en même temps un espace de travail pour chacun, mais surtout un espace d'accueil à résidence et de fabrique. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et ce lieu, il a émergé dans la ville, à un endroit, à Tours-Nord, qui était un ancien hôpital psychiatrique qui appartenait à la métropole et on a reconstruit sur le jardin de cet ancien hôpital dans un quartier résidentiel. Enfin, tu vois, et
Donc on refabrique quelque chose d'autre, et on refabrique du lien avec cette fabrique. Je vais me permettre de mettre fin à... Oui. Pendant que vous évoquiez les exemples d'ailleurs, on a un exemple à Bordeaux, la SCOP, Globe Théâtre, qui est un théâtre dont les salariés sont propriétaires et qui a comme caractéristique qu'il y a un sociétaire extérieur qui est l'agence culturelle du département de la Gironde, l'IDAC, puisque depuis 2009, en tant qu'agence, nous avons fait le choix d'être sociétaire de sociétés coopératives à dimension culturelle, et pas que. Et c'est un choix qui n'est pas facile à tenir, c'est un vrai choix, parce que faire comprendre aux institutions que l'agence, plutôt que de développer elle-même, fait le choix d'avoir une posture de sociétaire, donc de compter pour une voix, quel que soit le montant de ses apports en capital, qui sont souvent les apports les plus importants, et d'apparaître non pas en tant qu'agence ou département, mais en tant que sociétaire qui intervient dans le respect de l'intérêt collectif, aux côtés et avec les autres sociétaires, pour agir sur le territoire, au local, parce qu'on est sociétaire de 8 sociétés coopératives. Il y en a sur le territoire du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, sur Bordeaux Métropole, voilà, dans des domaines divers et variés. Et c'est un combat de tous les jours aussi en interne-agence. Parce que se dire qu'on mobilise des moyens humains pour aller être dans des instances de coopératives et non pas en tant que salarié de l'agence, voilà, donc tout ça, et je vous rejoins sur le fait que ça génère énormément de joie et qu'on a la grande chance en Gironde d'avoir une DRAC qui a validé le conventionnement SEN conventionné de création d'intérêt national avec une SCOP, donc une société privée qui est propriétaire de son lieu. Enfin, c'est une exception remarquable. Merci, la DRAC Nouvelle-Aquitaine. La ville de Bordeaux, qui est en urgence, parce que bien sûr, Blaise, tout ça, c'est des interstices. Personne n'avait prévu que la SCOP devienne propriétaire de son lieu, mais la ville de Bordeaux, pendant 5 ans, ne l'a pas fait. Et quand le propriétaire privé l'a mis en vente, et que parce qu'il y avait un bail et que la SCOP pouvait préempter, ben voilà, c'est comme ça que la SCOP est devenue propriétaire de son lieu. Et puis, heureusement qu'il y avait l'agence qui était sociétaire extérieure, parce que pour les institutions, ça les rassurait quand même un tout petit peu. Et l'aventure, elle continue, parce qu'il y a des travaux de réhabilitation. Le théâtre rénové, il va ouvrir en février 2023, mais il n'y a toujours pas de budget de fonctionnement à la hauteur de ce que le lieu doit permettre de faire. Et tout ça, ça se construit au quotidien. Voilà, c'était pas une question, mais j'aurais aimé vous questionner sur les risques éthiques pour une agence d'être sociétaire, de société coopérative. On en parlera dans un autre lieu. Oui, je vous remercie à toutes et à tous, les intervenants déjà, et à vous tous les participants pour avoir posé autant de questions. Je crois qu'on a débordé un petit peu. Je me suis laissée déborder par le temps. Je vous remercie. Je vous invite à continuer le forum si vous le souhaitez à la Mecca. On déménage là ce midi. Et puis voilà, à très bientôt.